Réflexion culturelle 2. Culture et famille. La culture, comprise dans son sens le plus large possible, peut être à juste titre considérée comme étant à la fois une bénédiction et une malédiction caractéristique de l'humanité, par opposition à une nature supposée vierge et idéale en l'absence de toute interférence du moindre hominidé. Tandis que le débat philosophique opposant ces deux concepts se révèle aujourd'hui plus exacerbé que jamais sous le prisme récent d'une conscience planétaire devenue culpabilisante face à la double réalité historique des échecs sociétaux et des risques écologiques vitaux qui défient le XXIe siècle et les suivants, au point de faire fleurir les chrysanthèmes chez les plus pessimistes des collapsologues. Pour autant, la remise en cause du principe même de culture est totalement vaine, puisque cette dernière équivaut de fait à la définition première de toute humanité. À la différence des espèces végétales ou animales, dont la lente évolution, pour certaines qu'elles soient, reste pour l'essentiel limitée à une adaptation toujours plus réactive qu'active aux contraintes de l'environnement immédiat, ce qui n'empêche nullement les castors de construire des barrages sans visiblement se préoccuper des conséquences. Le propre des humains est de bâtir des sociétés sur les fondations d'une connaissance progressivement confortée par la raison que procure l'expérience, sachant que le partage de ce capital culturel entre contemporains se transmet d'une génération à l'autre, développant ainsi un trésor enrichi de savoir et de savoir-faire, qui s'avèrent à long terme aussi utiles au confort matériel qu'essentiels à l'évolution de la conscience. La culture est donc l'expression, même toujours imparfaite et incomplète, du véritable progrès qui définit l'humanisation de notre espèce unique, et tout ce qui concerne l'être humain, de l'utilité-futilité matérielle jusqu'aux plus hautes aspirations de l'esprit et de l'âme, revêt une dimension culturelle impliquant la quatrième face de la pyramide sociétale ici étudiée. Certes, le moindre atome de cet édifice connecte nécessairement les quatre côtés de la maison commune. Les choix quotidiens de toute personne ou groupe comportent par nature une dimension politique, même au plus petit degré d'autorité ou d'influence imaginable, dérivant d'un état culturel préexistant aux besoins correspondants, culture aussitôt inévitablement enrichie, soit par la confirmation de la réussite, soit par l'apprentissage tout aussi profitable de l'échec, tandis que la plus petite initiative correspondante impliquant autrui d'une façon plus ou moins directe, immédiate ou différée, s'avère inévitablement de nature socio-économique. Lorsqu'il s'agit d'initiatives individuelles ou collectives plus fondamentales, les quadruples conséquences matérielles, sociales, politiques et culturelles n'en sont que plus déterminantes, et selon des paliers repérables a posteriori au fil de l'histoire. L'imbrication totale des quatre faces en interaction implique que toute évolution d'envergure sur un côté sociétal ne peut provenir que d'un capital quadrifacial minimal, préalablement acquis et digéré de façon créative, tandis que l'innovation qui en résulte induira de profonds changements sur les trois autres faces, selon des paliers historiques plus ou moins spectaculaires. Les modes opératoires ne sont pas pour autant identiques ni simultanés sur l'arbre à cames apparent de l'histoire, comme si les pistons moteurs de l'économique, du social, du politique et du culturel s'activaient à tour de rôle dans une nécessaire complémentarité, confortant la vision d'un mouvement historique diagonal en forme de spirale s'enroulant autour de l'axe du temps. Par exemple, via le quotidien de chacun d'entre nous, la toute récente révolution informatique et le développement subséquent d'Internet, conséquence logique de lointaines évolutions scientifiques, bouleversent toutes les données et potentialités de nos comportements sociaux et culturels concernant la communication et l'expression, sans compter les rapides évolutions induites sur presque tous les métiers, la suppression et la création de centaines de millions d'emplois, et jusqu'à la prise de conscience mondialisée et politique des nouvelles puissances privées et publiques ainsi promues. La culture est donc la matière première proprement humaine de nos pyramides sociétales, et sa remise en cause quasi permanente est à comprendre plutôt comme l'expression d'une juste insatisfaction, d'une frustration plus ou moins relative ou absolue, en fonction des périodes d'essor ou de crise, toute nouveauté s'insérant nécessairement comme une rupture minoritaire au sein d'un existant majoritaire, corroborant la célèbre formule de Thomas Huxley, selon lequel toute nouvelle vérité commence par être hérétique.
À la lumière des 2 premiers livres qui précèdent les réflexions en cours, la culture semble donc constituer l'argile plus ou moins malléable de nos sociétés humaines en constante évolution, malgré les périodes plus ou moins longues de dessèchement qui ponctuent l'histoire et les recommencements obstinés que suscitent les effondrements occasionnels. Précisément, le point de vue d'élodiste, bi-économique et tempérant, permet déjà de remarquer à quel point c'est l'absence de justice et de paix minimale qui condamne périodiquement l'humanité à l'échec, au point de donner raison à Jean-Jacques Rousseau dans les pires moments de blocage. Selon l'optique ici développée, la dimension culturelle fait partie intégrante de l'ensemble pyramidal, de façon objectivement aussi neutre qu'incontournable, tandis que tous ces bienfaits ou méfaits humains ou environnementaux dérivent seulement de notre imperfection historique par ignorance des lois implacables de la nature. Or, le moins que l'on puisse dire est que le blocage principal réside dans les réflexes socio-économiques et politiques jusqu'à présent imposés par notre pesanteur historique incomprise, déterminant au passage des biais et autres tares caractéristiques sur la face culturelle qui en perpétuent l'héritage à travers l'éducation. Dès lors, il faut résister à la tentation de jeter le bébé avec l'eau du bain en condamnant par principe la culture et l'éducation, puisque les déceptions qui en découlent sont seulement le résultat des contenus et des finalités que chaque société si imparfaite leur dicte ou leur assigne. D'où l'intérêt majeur de ce livre 3, pour reconsidérer les plus importantes dimensions de la face culturelle des sociétés d'aujourd'hui sous l'éclairage novateur du délodisme bi-économique et tempérant, afin de mieux percevoir en quoi l'évolution à venir pourra assainir toutes les données culturelles afférentes dans l'intérêt de la justice et de la paix, un peu comme s'il s'agissait de ravaler cette façade pyramidale craquelée et décrépite suite aux abus avant tout socio-économiques et politiques précédemment dénoncés. Au cœur du vaste champ culturel propre à toute société humaine, l'éducation, comprise dans son sens le plus général, est donc bel et bien l'outil de transmission, de reproduction et d'accumulation des savoirs et savoir-faire de chaque communauté, outil sans lequel aucun progrès ne saurait être durable, puisqu'en l'absence totale de la moindre éducation, chaque génération serait obligée de repartir à zéro. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, cette précision justifie la nécessité de placer ladite éducation au départ de toute réflexion culturelle, sachant par ailleurs que la vie elle-même est une formation permanente à travers l'expérience de chaque journée, quel que soit le contexte considéré, et sans oublier que tous les outils plus ou moins éducatifs, correspondant aux besoins d'apprentissage et de transmission, ne peuvent être souillés, déformés ou mal conçus que par le mauvais usage qui en est fait, voire la mauvaise intention qui prévaut à leur utilisation. D'un point de vue universel que corrobore la morale de toute foi religieuse ou philosophie authentique, c'est principalement au regard des valeurs humanistes, républicaines et démocratiques que l'on peut évaluer l'impact positif ou négatif de toute culture sur la progression de notre humanisation, précisément en termes d'élévation de conscience et de promotion du binôme alliant la justice à la paix. 1. Éducation et culture familiale. L'évidence chronologique oblige à considérer d'abord la primo-éducation au sein du contexte familial comme étant le tout premier apprentissage de l'enfant avant la socialisation élargie et la formation plus organisée que permettra la vie scolaire de ce dernier. Sur la base habituelle d'un amour parental spontané, le but a priori normal de tout couple responsable d'un enfant consiste à le protéger et à l'éduquer de façon élémentaire et vécue, en fonction de critères propres à un mode de vie résultant principalement de l'éducation préalable de chacun des deux parents, et sans doute plus encore de leur contexte socio-professionnel, culturel, voire philosophique ou religieux. C'est par leur comportement que les dits parents susciteront l'imitation de leur enfant en bas âge, y compris concernant l'apprentissage du langage, tandis que leur mode de vie et les conditions matérielles de leur niveau de vie favoriseront ou non les potentialités du petit humain en question, induisant à la fois des avantages et des inconvénients, et ce, quelle que puisse être la situation familiale, puisqu'au final, l'épanouissement de l'enfant ne dépend pas uniquement des moyens financiers ou culturels de ses parents, mais à coup sûr beaucoup plus de la qualité de la communication affective entre les deux générations. L'équilibre de chacun des parents, ainsi que celui de leur rapport de couple en tant que double formateur vis-à-vis de l'enfant,
constitue la base d'une éducation familiale idéale en termes de contexte propice à la construction d'une personnalité à la fois solide et cohérente chez toute progéniture, offrant un maximum de potentialité d'accomplissement au futur adulte en question. Cette vision idyllique ne doit hélas pas occulter la réalité de couples le plus souvent fragilisés, formés de personnes plus ou moins prédisposées à devenir mères ou pères, d'adultes eux-mêmes blessés et négativement conditionnés par les aléas d'un vécu difficile ou d'un héritage génétique et culturel imparfait, voire, dans les cas les plus douloureux, traumatisés par une enfance malheureuse, au risque d'en reproduire maintes travers malgré soi. Ainsi se concrétise le cadre bancal d'une éducation familiale improvisée, de facto très largement dictée par les conditions sociétales du lieu et du moment, y compris s'agissant de l'égalité intraparentale, de l'autorité partagée sur les enfants ou de la simple présence quotidienne au foyer. Or, parmi les nombreux paramètres susceptibles d'entretenir ou d'aggraver les risques de déséquilibre comportemental reproductible via l'éducation familiale ou préscolaire, il faut bien reconnaître que les conditions politiques et socio-économiques du cadre sociétal imposent leurs lois historiques subjectives par l'intermédiaire du couple indissociable que forment le mode de vie et le niveau de vie, sur la toile de fond de l'idéologie dominante et de ses valorisations culturelles. Nul besoin en effet d'être sociologue pour constater que l'évolution sociétale imposée par l'ultralibéralisme financier et ses chaînes de valeur mondialisées ne détruit pas seulement les cohérences nationales ou régionales, puisque la famille elle-même, premier cadre de toute éducation et structure de base de la société, s'avère désormais toujours plus malmenée, déconstruite, voire carrément effacée du paysage par l'individualisation exacerbée et la dislocation des liens qui en conditionnent l'existence, via la pression de toutes les forces extérieures au cercle familial. Nul ne saurait nier, statistiques à l'appui, que dans les grandes métropoles où se concentrent les soi-disant gagnants du mondialisme et leur main-d'œuvre sous-payée de banlieue, la vie de famille, en tant que vecteur d'épanouissement quotidien, devient quasiment impossible de façon équilibrée. Qu'il s'agisse du mode de vie en matière d'habitat et de transport ou du niveau de vie concernant les salaires et les conditions de travail, la détérioration constante observable depuis des décennies ne peut que disloquer le noyau familial, en pourrissant chaque jour un peu plus la vie de ses membres à force de stress et de frustration, sous l'effet déséquilibrant d'un temps accéléré ou immobilisé selon le cas, jusqu'au point de transformer le foyer en colocation ou dortoir sans la moindre communication authentique. C'est pourquoi le cœur même des grandes villes, devenu de fait inabordable pour la plupart des citoyens, se peuple de privilégiés privés de temps familial ou trop occupés pour avoir des enfants, ainsi que de célibataires et de divorcés isolés profitant de la vie nocturne à défaut de construire le moindre projet familial durable, tandis qu'en périphérie urbaine s'accumulent des familles nombreuses en situation socio-économique trop précaire pour éduquer correctement leurs propres enfants. Ces contrastes sociétaux, si typiques des grandes villes d'aujourd'hui, démontrent l'incompatibilité croissante qui oppose le mode de vie monosystémique et ultralibéral aux besoins humains de toute structure familiale digne de ce nom, à tel point que la plupart des déviances comportementales observables aujourd'hui se nourrissent de l'entassement géographique et ségrégatif caractéristique de cette forme d'urbanisation, comme de sa disproportion sans limite. Le cocon familial, qui doit tenir lieu de nid douillet et sécurisant pendant les premières années si cruciales de la petite enfance, est tant bien que mal le cadre des apprentissages les plus fondamentaux, le tout premier creuset de la transmission des valeurs humaines telles qu'elles se vivent à travers les actes et les paroles du quotidien, véhiculant déjà toutes les dimensions qui fondent la société par le biais inévitable du rôle d'exemple que le comportement parental revêt, puisque ce dernier imprime sur la page blanche de l'enfance des composantes éducatives d'autant plus influentes qu'elles glisseront peu à peu de la mémoire au subconscient. Au cœur de cette micro-société se tissent inévitablement des rapports d'amour et d'affection, mais aussi de force et d'autorité, selon une distribution ou répartition propice à faire ressentir les notions de justice ou d'injustice, de dépendance ou de liberté, de jalousie ou de fraternité, de mensonge ou de vérité, a fortiori sitôt que le foyer familial compte 2 ou plusieurs enfants,
et ces multiples paramètres sont les préconstituants d'une forme de vie sociale à venir. De la même façon, les conditions matérielles de la famille en termes de moyens financiers dictent un rapport très spécifique à l'argent, concernant tout à la fois la priorité, la nature, la qualité et la quantité des consommations usuelles ou exceptionnelles, tandis que parallèlement, toutes les conséquences comportementales correspondantes s'affirment plus encore aussitôt que l'enfant peut se comparer à d'autres dans le cadre scolaire. Enfin, en fonction du background culturel des parents eux-mêmes, cette primo-éducation nourrit et encadre chaque enfant de références subjectives, morales, religieuses et idéologiques, aidant d'une façon ou d'une autre à définir la nuance indispensable entre ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais, pour inoculer au passage, tel un vaccin, la notion de bonne ou mauvaise conscience via la découverte d'une culpabilité occasionnelle, supposant une forme de police, de justice, de réparation et plus encore de pardon. Ainsi, et quel que soit le dosage subtil que suppose le maniement alternatif de la carotte et du bâton, tout parent se trouve détenteur d'une responsabilité cruciale envers son enfant, par le seul biais concret de l'exemplarité des actes plus encore que des paroles, tant il est vrai que très tôt, chacun est capable de discerner la moindre incohérence entre les principes et la réalité, au risque pourtant avéré de finir par intégrer peu à peu cette hypocrite contradiction, le cas échéant. Là se trouve sans doute le profond fossé qui sépare l'idéal parental de la réalité éducative dans tout contexte familial, en raison des contradictions historiques de la pesanteur déjà maintes fois mentionnée, même si cette dernière provient le plus souvent de forces extérieures à la parenté. Sans doute, étant déjà une microsociété minimale, le tout premier cercle de la famille la plus réduite peut induire en germe les multiples travers soulignés dans les livres 1 et 2 des Tempérants, mais il est toutefois heureux de constater qu'en principe, du moins en termes d'intention consciente, un adulte devenu père ou mère souhaite transmettre une forme d'idéal susceptible de faire progresser la génération suivante sur le chemin d'un certain mieux-être, d'un bonheur ou d'un épanouissement, hélas, toujours relatif et subjectivement défini. Or, ayant précédemment observé que les conditions et autres contraintes imposées par le cadre sociétal extérieur multiplient les risques de comportements contradictoires en proportion directe de l'échelle concernée. Il en résulte ici que, même lorsque des parents culturellement évolués ont pleinement conscience de l'idéal à transmettre, ce dernier se voit quotidiennement démenti par une réalité sociétale imparfaite sur l'essentiel. Ce hiatus met tout parent honnête en situation d'inconfort, puisque les bons principes de paix, de justice, de respect et finalement d'amour qui sont supposés être transmis sont aux antipodes de la concurrence, de la violence, de l'injustice, voire de la haine jalouse induite par des sociétés jusqu'à ce jour monosystémiques et faussement démocratiques. Dès lors, dans la plupart des cas, les dits parents doivent à la fois enseigner le meilleur exemple possible, au sens étymologique de montrer la meilleure voie possible, et préparer leur progéniture aux dures réalités de la concurrence sociétale d'un milieu encore prétempérant. Des parents pro-système ont donc tendance à conditionner leurs enfants dans le seul sens du courant officiel, imposé par la minorité dominante du moment, tandis que d'autres, à l'inverse, délibérément réfractaires et autoproclamés anti-système, feront tout pour maintenir leur progéniture au sein d'une bulle critique, sachant que la majorité des familles improvisent au jour le jour un équilibre de facto impossible entre ces deux extrémités, dans une position d'écartèlement éthique pour le moins inconfortable. Cette contrainte éducative, ainsi que la contradiction qui en découle, gagnerait à être conscientisée et exprimée de manière aussi explicite que possible, afin qu'à la façon de marins constamment vigilants, parents et enfants se dirigent dans la vie en barrant au meilleur cap possible du compromis sans compromission, pour ne jamais perdre de vue la balise de l'idéal malgré les constants louvoiements qu'imposent les vents contraires. En tout état de cause, on sait déjà, depuis les 2 précédents livres de ces réflexions, que seule une démocratie à la fois délodiste et bi-économique sera en mesure de procurer à tous les citoyens adultes les moyens de réduire sciemment ladite contradiction jusqu'au cœur du microcosme familial. Si la petite enfance doit être patiemment guidée par l'expérience parentale,
tant que la progéniture se trouve en situation de dépendance totale, le propre de l'éducation familiale est de promouvoir en douceur l'émancipation des futurs adultes, grâce à l'emploi d'une laisse de plus en plus élastique en fonction de l'âge de l'enfant, jusqu'au moment final de l'adolescence et de l'envol qui s'ensuit. D'un certain point de vue, la progressivité de l'éducation familiale pour établir des relations idéales correspond à la transmission de valeurs démocratiques associant chaque membre au fur et à mesure de ses capacités de responsabilisation, seule façon de partager une véritable vie de famille pacifique et humainement enrichissante, construite à terme sur l'équilibre d'échanges impliquant la participation de chacun au bien-être de cet ensemble ô combien vital. Sur un plan plus concret, le vécu correspondant à cette éducation familiale s'intériorise via les habitudes les plus quotidiennes concernant principalement l'hygiène, l'habillement, l'alimentation ou les activités de loisirs, tandis que parfois même l'introduction précoce et naturelle à un cadre professionnel, à plus forte raison lorsque les parents travaillent ensemble sur une échelle artisanale, permet de transmettre encore plus directement, via une passion plus ou moins contagieuse, les premières dimensions socio-économiques nécessaires à tout citoyen en herbe. La multitude des petits bonheurs quotidiens qui font l'essentiel d'un mode de vie partagé en contexte familial. Par ailleurs ouvert grâce au réseau complémentaire de multiples relations d'amitié, suppose par-dessus tout la disponibilité d'un temps à mettre en commun. Tout contact affectif ne s'épanouissant totalement que dans la présence physique de chacun aux autres, nonobstant le second choix des possibilités d'échange visuel à distance sur portable ou via Internet. Quelles que soient les formidables virtualisations et autres distanciations déjà autorisées par la technologie numérique, chacun ressent un besoin vital d'authenticité, imposé par les limites physiques autant que psychiques de notre dimension humaine incontournable, tant la qualité relationnelle idéale du moindre contact interpersonnel, du moins en termes de maximisation d'épanouissement psychologique, implique en toute logique la présence d'un temps et d'un lieu partagés, si possible en petit comité, pour permettre le tissage de liens affectifs aussi profonds que durables. Le repas familial offre à cette fin le lieu et le moment privilégiés pour de tels contacts, sur la base d'une tradition culinaire qui, bien que très évolutive, n'en reste pas moins le reflet essentiel de chaque culture telle qu'elle se vit quotidiennement. Cette véritable balise biologique et temporelle rythme non seulement la journée par la régularité relative de ses horaires comme de sa durée, mais plus encore la semaine, les mois et jusqu'au cycle annuel des fêtes et autres anniversaires, tout en nous reliant directement à la nature par le biais de la saisonnalité des produits consommés. L'importance culturelle de ces moments de partage tient aux échanges interpersonnels qui s'en trouvent ainsi favorisés, pour peu que tout format d'écran en soit exclu, ce qui s'avère de moins en moins garanti de nos jours. L'alimentation reste pour autant le vecteur vital des premiers et principaux contacts entre humains, nourrissant, en plus du corps, le cœur, le moral et le mental de proches et d'intimes, vivant en bonne intelligence, dans le contexte théoriquement le plus libéré de tout calcul concurrentiel, car le plus propice à une authentique et généreuse solidarité. Mais qu'en est-il de la famille lorsqu'un mode de vie détraqué et un niveau de vie précarisé ou aliénant s'imposent à ses membres par la faute d'une société déshumanisante, sous la seule dictature de l'argent? Il suffit à chacun d'observer l'évolution de notre XXIe siècle, qui vient de fêter si tristement ses 20 ans, pour reconnaître que la dégradation de la qualité de vie familiale compte parmi les pires conséquences de la mondialisation financière, aboutissement d'un libéralisme dévoyé de sa légitimité par ses propres abus. Entre les parents winners affairés, qui n'ont plus une minute à consacrer aux priorités du quotidien, déléguant toutes leurs responsabilités familiales à un néo-marché de sous-traitance procurant tout sauf le temps de l'affectif, et les parents losers privés d'emploi ou de salaire décent et de dignité correspondante, condamnés à lutter au jour le jour contre une précarisation croissante, le choix d'un panachage équilibré libérant le temps de l'argent se trouve interdit par la confusion interdomaniale qu'exacerbe la mondialisation et l'absence de répartition universelle minimale des ressources vitales. Dans un tel contexte, caractérisé de fait par l'évolution toujours plus inégalitaire que corroborent toutes les observations statistiques,
le duo que forme le couple parental devient tout sauf un exemple à suivre, y compris concernant la relation entre les parents eux-mêmes. S'ils sont actifs, ils subissent la plupart du temps une pression horaire accrue par le néo-management dérégulé à l'anglo-saxonne, tandis que les lieux du travail s'éloignent du foyer en se concentrant dans des mégalopoles ou en s'éparpillant sur la planète à grand renfort de transports polluants. Le temps partagé se réduit alors à une peau de chagrin, tandis que de moins en moins de couples résistent à la distanciation affective qui en découle, puisque chacun partage plus de temps avec ses collègues, ses clients ou autres fournisseurs qu'avec son conjoint, sans même compter le surtravail accompli chez soi, y compris le week-end, pour rattraper le challenge impossible d'un chronomètre qui ne s'arrête plus. À l'autre extrémité de l'aberration systémique, les plus démunis n'ont que trop de temps pour se morfondre dans une inutilité sociétale dégradante et infantilisante, offrant à leur progéniture le triste spectacle de toutes les formes de frustration que suscite l'injustice, y compris la tentation d'abuser de la dépendance. Au choc des ambitions sans limite des premiers de cordée grisés par les sommets de leur pouvoir, répond ici la rudesse et la violence du quotidien des banlieues et de tous les territoires abandonnés suite à l'usurpation politique de l'économique, et force est de reconnaître qu'entre ces deux situations extrêmes, la grande majorité des peuples des pays dits développés se retrouvent culturellement précarisés par la disparition du temps familial et la détérioration de sa qualité en termes d'épanouissement proprement humain. Que l'on soit privé d'une seule minute à partager ou emprisonné dans un excès de temps immobilisé par l'absence de tout moyen de s'en sortir, le non-choix qui correspond est la marque d'une forme de totalitarisme socio-économique, quand ce dernier n'est pas même carrément politique. Il en résulte sur les enfants la transmission d'une image et d'une réalité aux antipodes de toute éducation équilibrée, obligeant nombre de parents à reproduire malgré eux l'anti-modèle sociétal de l'injustice et de l'abus, en faisant subir jusqu'au sein du cocon familial toutes les violences et les hypocrisies induites par des pouvoirs illégitimes, dans le seul but que ces derniers enflent égoïstement jusqu'à la prochaine explosion sociale. 2. La famille tempérante. Face à cette distribution inégalitaire du temps qui empoisonne la qualité des contacts humains dès le cadre familial le plus restreint, sous la pression constante de l'incertitude vitale et concurrentielle, la solution délodiste et bi-économique apparaît comme l'unique façon d'assurer et de maintenir une constante liberté minimale de choix dans la nécessaire organisation de la vie quotidienne, induisant des progrès sans précédent d'ordre à la fois pratique et culturel. Dans la pratique, et s'agissant de l'exemple français, la partition-répartition bi-économique assurera à chacun des deux parents le revenu universel de la garantie citoyenne, moyennant l'équivalent d'un travail à mi-temps devenu la référence légale minimale, que cela soit en tant qu'emploi dépendant ou autonome, ce qui équivaudra à 3 000 € par couple. De plus, de par son universalisation, cette répartition garantira à chaque adulte le libre choix constant de la moitié de son temps socio-économiquement disponible, ce qui permettra à ces citoyens tempérants de vivre chaque période spécifique de leur existence en responsabilité sur l'ensemble de leurs décisions privées, selon leurs propres priorités du moment. L'émancipation de ces néo-citoyens leur permettra dès lors de doser leur temps libre, c'est-à-dire la moitié de leur existence enfin libérée de toute nécessité matériellement et sociétalement vitale, pour satisfaire ce qui constitue par ailleurs l'essentiel d'un épanouissement proprement humain, à savoir ici les relations sociales les plus positives, affectives, amicales et associatives, qui ne peuvent fleurir jusqu'aux fruits qu'une fois déconnectées des tensions concurrentielles. À l'échelon fondamental de la famille, et à travers la dimension si concrète du quotidien le plus anodin, les conséquences pratiques de la solution tempérante permettront à chaque couple parental de choisir en toute conscience sa propre recette temporelle, son propre rythme de vie, à travers le libre panachage le plus approprié entre le temps et l'argent, la présence au foyer familial ou l'activité extérieure, autorisant dès lors une répartition des rôles d'autant plus facile à gérer que les deux parents seront enfin sur un pied d'égalité absolue en termes de revenus citoyens, de dignité comme d'utilité sociale, et ce, quelles que soient leurs identités et leur parcours.
Ainsi, tout ce qui construit le bonheur réciproque des parents et des enfants, à travers le partage d'un temps maîtrisé dans son rythme optimal, sera l'expression d'une liberté on ne peut plus palpable, qu'il s'agisse des repas, de la présence des parents auprès des enfants en bas âge, mais aussi des contraintes scolaires, des activités périscolaires, de l'aide aux devoirs et leçons, et plus encore des loisirs en famille. La disponibilité, ou à minima le choix de la disponibilité, ne sera plus un privilège, tandis qu'au fil de la croissance de chaque enfant, les stratégies éducatives parentales pourront varier et s'optimiser en parfaite souplesse et répartition au sein du couple, au lieu de l'actuelle absence de liberté qui empoisonne la parentalité de culpabilité et de frustration, en obligeant à recourir systématiquement aux garderies et autres pis-aller de sous-traitance. C'est donc bien à l'échelon le plus micro-sociétal du noyau familial que cette libération du temps ouvrira de nouvelles portes dans les murailles de l'impasse actuelle, permettant aux parents à venir d'offrir à leur progéniture les meilleures potentialités d'épanouissement, tout en savourant sans aucun stress excessif le bonheur d'être mère, père, tutrice ou tuteur. Dans ce nouveau contexte sociétal, et à l'opposé de tous les conditionnements imposés jusqu'à aujourd'hui, il ne fait aucun doute que l'évolution culturelle la plus positive sera favorisée au sein de chaque structure familiale, sous forme de rapports parents-enfants plus apaisés et constructifs, y compris concernant l'âge toujours plus critique de l'adolescence, à plus forte raison dès lors qu'une sereine atmosphère familiale pourra oxygéner les interactions affectives qui sont la clé de tout équilibre psychologique. Le nouveau temps libre qu'autorisera le partage équitable de la partition-répartition bi-économique servira donc le vrai bien-être de chacun des membres de la famille tempérante, en effaçant les causes principales de tout stress indu, de chaque frustration propice à l'impatience, sinon parfois à la pire violence réactive, pour ne plus favoriser que les meilleurs comportements altruistes, à l'image de l'apaisement social généralisé d'une civilisation délodiste. Autant dire que les innovations ici proposées libéreront cette source familiale de paix interindividuelle dès ce premier échelon, à la manière naturelle des eaux pures et fraîches, d'autant de rues et ruisseaux alimentant les rivières communales, les affluents départementaux, puis les fleuves nationaux. C'est en ce sens que les citoyens sont jusqu'à présent déçus par toutes les décisions et autres réformes politiques qui leur sont minoritairement imposées, fussent-elles bien intentionnées, puisque ces dernières n'ont toujours pas d'effet émancipateur concret sur la maîtrise et la qualité du temps individuel disponible pour vivre en famille. Ainsi peut-on voir à quel point la répartition minimale, objective et universellement fixée en termes de proportion, qui définit la solution bi-économique, concrétisera la traduction de toute croissance en progrès humain dès l'échelon familial, sous forme de libération de temps, seule garantie d'une réelle émancipation pleinement responsabilisée. En effet, il ne sert à rien d'accroître sans cesse les moyens matériels et culturels d'une existence en société, si les membres de cette dernière ne peuvent accéder à l'autonomie que seul peut offrir un précieux et égal temps de vie maîtrisé, dont la proportion donne l'exacte mesure de tout progrès authentique. Le plus important est donc que chaque citoyen adulte ou couple de citoyens adultes participe de plein droit devoir au bien commun du domaine public pour ainsi trouver sa juste et égale place au cœur de l'onde sociale, en acquérant par là même le privilège d'une liberté de choix quant au temps personnel et familial dans le cadre de son domaine privé. Seule cette juste répartition permettra aux adultes devenus parents, à chaque âge de la vie familiale et selon leurs propres critères de priorisation, de choisir le panachage écotemporel ou sociotemporel le plus approprié, en conservant à tout moment la liberté d'en ajuster les paramètres, ce qui n'empêchera en aucune façon ceux qui le souhaitent de maintenir les modes et rythmes de vie actuels urbains ou planétaires, le cas échéant, mais sans interférence sur les choix privés de qui que ce soit d'autre. 3. Évolution culturelle fondamentale. La forme familiale, en termes sociologiques d'organisation et de contact intergénérationnel, devrait pouvoir évoluer plus librement que jamais, dans la mesure où il est démontré depuis longtemps à quel point les contraintes sociétales d'un mode de production donné influent sur la taille et la teneur concrète de la cellule familiale, sans même compter les pressions politiques, idéologiques, philosophiques
et religieuses et leurs multiples effets sur le comportement nataliste ou non des parents, plus particulièrement à travers le contrôle des naissances. Les évolutions observables aujourd'hui révèlent un contraste typique des excès de tout monosystème, en encourageant par défaut la surnatalité des familles les plus précaires, voire les plus sujettes à certaines injonctions religieuses, tandis que les populations supposément riches ont perdu le temps et le goût de faire des enfants, jusqu'au point de ne plus même assurer le remplacement des générations. Pire encore, l'échec évident de la société mondialisée imposée par l'obsession financière la plus aveugle, via ses multiples déséquilibres en termes de qualité de vie dégradée, d'impasse écologique et autres tensions politiques, ne fait que décourager, en deçà de toute logique naturelle, le juste besoin d'accomplissement parental, sur un fond de dépression collective théorisée en collapsologie. On ne saurait trouver preuve plus irréfutable de la négativité morbide induite par la paradoxale dictature de la dérégulation-individualisation, puisque chacun peut observer que ce couple par trop infernal dicte, vis-à-vis de la natalité comme de la qualité de vie familiale, des comportements en tout point opposés aux idéaux les plus universels de l'humanité, comme à la simple pérennisation de cette dernière. En effet, principalement à cause du cadre sociétal politique et socio-économique, les premières tensions et frustrations porteuses des germes de la violence infectent le noyau familial au point d'empoisonner les relations qui doivent s'y tisser pour le meilleur et pour le pire, favorisant le second aux dépens du premier. Malgré son rôle sécurisant de bulle d'intimité, cette cellule élémentaire de la société, cadre fondateur de l'éducation préalable à une trajectoire scolaire essentielle, subit les conséquences désastreuses que le règne de l'injustice et de la violence sociétale et monosystémique induit, pour le plus grand malheur d'un effet reproducteur, voire multiplicateur sur les générations suivantes, en particulier s'agissant ici des familles socio-économiquement les plus fragiles. Aux antipodes de cette tendance culturelle irrationnelle dérivant de l'ignorance historique de notre nature objectivement bi-économique, pour ne pas dire bi-sociétale, la solution tempérante ici proposée laissera la structure familiale évoluer dans l'intérêt partagé des divers membres qui la composent, en situation d'émancipation réelle et qualitativement croissante face aux contraintes sociétales minimales et universelles, ce qui ne manquera pas d'équilibrer pour la première fois dans l'histoire le paysage sociologique et même géographique des familles de demain. En effet, jointe à la libération physique et spatiale de ces dernières vis-à-vis des métropoles et de la sururbanisation, via l'évolution technologique de la plupart des métiers et la revitalisation de territoires rendus enfin socio-économiquement viables, le délodisme bi-économique aura pour résultat de promouvoir une redistribution géographique spontanément optimale, permettant aux citoyens et à leurs familles de vivre en urbanité proportionnée, encourageant la renaissance des bourgs, petites villes et autres villages de taille humaine, et procurant au passage les nouvelles conditions d'un habitat plus spacieux, plus abordable et plus écologique. Dès lors, la structure même de la famille se verra plus que jamais librement choisie par les néo-citoyens adultes, tandis qu'en fonction des habitudes culturelles parentales, les générations et les fratries pourront recomposer de nouvelles formes de vivre ensemble sur la seule base du volontariat de chacun. Par exemple, il sera à nouveau possible d'unir les énergies individuelles de plusieurs adultes d'une même famille, désireux de cohabiter dans un cadre plus spacieux, propice au bonheur de partager un projet familial d'envergure ou de se rendre efficacement des services mutuels, voire de constituer de nouvelles tribus familiales, ouvertes sur l'extérieur, mais dont l'intérêt sera de mutualiser démocratiquement de très nombreux avantages matériels, pratiques ou culturels, a fortiori s'il s'agit de prendre soin des générations les plus fragiles que sont les plus jeunes enfants et les grands-parents vieillissants. Rien n'empêchera non plus la mise en place de familles choisies sans consanguinité, basées sur l'amitié ou sur des modes de vie spécifiques librement adoptés et en tout point respectables, à condition que ces regroupements privés respectent les garanties de la loi républicaine et majoritaire concernant l'intégrité physique et psychique de chacun de leurs membres. Les formes et structures familiales auront à nouveau les moyens d'évoluer selon leur propre finalité micro-sociétale, en tant que première échelle d'existence interpersonnelle ou premier cercle de vie
autant que d'éducation pratique, traduisant à leur niveau le nécessaire rééquilibrage entre individus et société, dans l'optique fort probable de retisser les liens affectifs les plus positifs, en lieu et place de l'individualisation abusive qui atomise les familles d'aujourd'hui sous la pression du consumérisme exacerbé et du surtravail qui va de pair. Du point de vue culturel, les conséquences à long terme seront aussi nombreuses que positives, sitôt que l'éducation citoyenne armera chacun de lucidité et d'autonomie de pensée face aux dérives toujours possibles de quelque forme de manipulation ou de violence autoritaire, quel qu'en puisse être le prétexte. La culture étant avant tout affaire de transmission, la pacification des comportements familiaux se nourrira de la décrispation socio-économique que l'égalité minimale effective de tous les adultes garantira, autorisant dès lors des liens interpersonnels de facto équilibrés, au point que, paradoxalement, l'autonomie citoyenne de chaque individu sera la meilleure garantie des nouvelles formes de soudure ou de fusion familiale. En pratique, et de la même façon qu'au sein de la néo-société délodiste à venir dans son ensemble, l'évolution des comportements résultant de la double existence socio-économique de chaque citoyen adulte filtrera les meilleures attitudes et initiatives en excluant toujours plus les mauvaises, et ce, dès le premier échelon que représente la cellule familiale. Cette heureuse évolution sera d'autant plus certaine que l'indépendance égale ainsi acquise par chaque adulte ne justifiera, ni ne suscitera, plus aucune soumission indue à quelque autorité néfaste que ce soit, créant dès ce premier cercle les conditions de l'émancipation minimale et légitime assurée à chaque membre d'une société délodiste et bi-économique. C'est dans ce premier cadre de la vie que prendront racine les valeurs dignes d'une république démocratique refondée autant sur un partage plus solidaire que sur la souveraineté individuelle minimale, propre à toute émancipation responsable. 4. Le premier étage de la responsabilisation. S'il est facile de comprendre que la maîtrise du temps familial, découlant d'une partition-répartition émancipatrice, améliorera de façon spectaculaire la qualité des relations intrafamiliales, puisque tout lien affectif ne s'approfondit qu'à travers un partage de temps apaisé, il est plus subtil encore d'apprécier les effets culturels de la responsabilisation qui va de pair avec une telle évolution. S'agissant tout d'abord des parents devenus citoyens délodistes, la liberté véritable acquise par le pouvoir de choisir ses propres priorités sur au moins la moitié de son existence impliquera simultanément les conditions d'une véritable responsabilité propice à l'épanouissement de nouveaux êtres humains toujours plus autonomes, et dès lors souverains à leur propre échelon individuel, comme via la duocratie que suppose un couple digne de ce nom. En effet, tant que les rapports sociétaux et interindividuels sont entièrement basés sur un faux équilibre de violence à travers le couple bancal de la domination mariée à la dépendance, la responsabilité abusive du dominant sur le dominé, tout au moins dans sa proportion dépassant l'égalité minimale objective, fait écho par symétrie à la soumission ou déresponsabilisation infantilisante du dominé, et ce, dans les mêmes proportions. Cette situation de déséquilibre fonctionnel aux effets relationnels désastreux n'est autre que l'expression concrète de la violence et de l'injustice, dans des disproportions auto-aggravantes trop souvent observables dès le plus petit échelon sociétal, c'est-à-dire en milieu familial. C'est ainsi qu'en tant que source reproductrice de la société, la famille prétempérante court le risque constant de pérenniser malgré elle les rapports sociétaux les plus chaotiques, en particulier via l'inégalité entre les parents, sous l'influence d'une injustice systémique aliénante, puisque dominés et dominants se privent de toute chance d'accéder au seul vrai bonheur ou bien-être de la paix intime, a fortiori dans un contexte supposé affectif et hors marché. L'aliénation en question, qui se mesure en abus ou privation de liberté, est donc la caractéristique vécue, dès l'échelon familial, d'un système sociétal historiquement confus, transformant la bulle de la vie intime en une cellule de prison psychologique et relationnelle, interdisant toute expression d'une liberté assumée, entre autres choses, par le respect de l'autonomie d'autrui, s'agissant à plus forte raison de son conjoint. Face à cet empoisonnement si pernicieux, il est assez facile d'anticiper l'effet libérateur et responsabilisant de la solution tempérante, puisque l'égalité minimale effective enfin assurée
entre tous les citoyens adultes procurera à chacune et chacun un égal pouvoir, à plus forte raison dans le domaine forcément privé du contexte familial. À l'instar de chaque futur citoyen délodiste, la néo-famille tempérante aura donc les moyens concrets de devenir responsable de son destin, et ce, dès l'embryon du couple fondateur, contrairement aux excès qui caractérisent la situation actuelle, laquelle condamne les uns à une réussite professionnelle payée au prix le plus fort en termes de suractivité stressante, induisant dès lors un manque de temps et de présence familiale de qualité, pendant qu'un nombre croissant de familles socio-économiquement dominées subissent les effets destructeurs de la précarité, le résultat commun se mesurant à travers la multiplication des addictions, des conflits et autres divorces ou séparations, échecs relationnels vécus comme autant de déraillements sur le chemin erratique d'une vie peu ou prou subie de bout en bout. Dès lors que l'égalité minimale délodiste et bi-économique sera le bien commun universel unissant l'ensemble d'une population adulte, la liberté correspondante deviendra la garantie d'une responsabilisation, d'une part, équitablement partagée en tant que citoyen voteur impliqué dans les choix politiques, et d'autre part, individuellement assumée en tant que libre décideur de son temps privé et, entre autres, familial, dans la seule limite légitime d'une loi commune devenue majoritaire. C'est la transformation systémique autorisée par le délodisme bi-économique qui enseignera inéluctablement de nouvelles habitudes, améliorant d'autant les comportements parentaux sous l'influence pratique et quotidienne d'un contexte libérateur, même s'il va de soi que le système éducatif et la Constitution elle-même auront aussi pour rôle de former autant que d'informer chaque citoyen dans le langage le plus explicite et accessible qui soit, concernant la notion cruciale de la responsabilité individuelle et parentale. Non sans quelque logique, on peut ici entrevoir la résolution du hiatus remarqué plus haut quant au rôle éducatif des parents vis-à-vis de leurs enfants, puisque jusqu'à présent, les si beaux et si bons principes républicains, proclamés en particulier via la fameuse devise française, sont restés en réalité sans effet socio-économique visible ou suffisant, faute de solutions tout à la fois délodistes et bi-économiques. Dès lors, seul l'avènement de l'égalité minimale permettra de responsabiliser chaque adulte, puisque la justice systémique deviendra enfin réelle, corroborant aussitôt les principes et les valeurs caractéristiques d'une coéducation humaniste, eux-mêmes en tout point compatibles avec le meilleur de ce que peuvent offrir certaines religions, idéologies ou autres philosophies. L'équilibre des droits fondant la liberté et des devoirs fondant la responsabilité sera assumé à chaque étage d'une hiérarchie sociétale, dès lors entièrement basée sur le mérite de chaque citoyen, ou de sa famille via l'héritage, sachant que ce dernier, comme le principe de propriété, sera démocratiquement ajusté et redéfini, ne serait-ce que pour préserver un équilibrage patrimonial minimal entre les domaines publics et privés. L'important ici est de saisir les formidables implications positives d'une telle évolution sur la vie familiale, puisque tout changement notoire de la règle du jeu sociétal fait évoluer qualitativement la teneur culturelle de chaque microsociété constitutive de l'ensemble, entre autres choses par le biais de nouveaux comportements en matière d'autorité parentale et de solidarité, et ce, tant concernant chaque couple d'adultes que les rapports intergénérationnels induits. En l'occurrence, la conséquence la plus assurée concernera la prise de responsabilité des familles les plus précaires d'aujourd'hui, non seulement dans le cadre d'une participation socio-économique minimale au domaine public, mais plus encore s'agissant de responsabilisation légale et pénale. Il est en effet patent, à travers les rubriques judiciaires hebdomadaires, que les parents les plus défavorisés sont anormalement déresponsabilisés vis-à-vis de leur comportement en tant que citoyens, tout comme s'agissant de leur devoir familial d'autorité éducative sur leurs enfants devenus adolescents. Par la loi quasiment physique d'une étrange symétrie, un triste effet de miroir encourage la délinquance, les incivilités et la violence des citoyens précarisés, exclus et hypocritement assistés, en proportion directe de la corruption des pouvoirs politiques et socio-économiques du sommet, dédouanant trop facilement les premiers de toute responsabilité juridique ou pénale, et encourageant par là même l'aggravation des comportements répréhensibles.
Dans le domaine de la délinquance des banlieues particulièrement, les sociologues ne font que corroborer le ressenti de la majorité silencieuse des citoyens devant la tolérance coupable des juges, dont la magnanimité excessive semble dictée par l'impuissance de tout pouvoir corrompu en contexte pseudo-démocratique. De fait, comment oserait-on juger équitablement, c'est-à-dire avec une juste sévérité propice à décourager toute récidive, la petite délinquance qui pourrit la vie des quartiers dès lors qu'en tant que juge, on représente un pouvoir aussi illégitime qu'abusif, lui-même au-dessus des lois et responsable direct de la pauvreté croissante des dites banlieues? L'éducation familiale, qui doit en principe responsabiliser les parents en cas de comportement délictueux ou criminel de leurs enfants mineurs, ne saurait être invoquée ou mise en cause judiciairement de façon appropriée et rigoureuse, compte tenu de la situation précaire de la plupart des familles concernées, tant il est avéré que, le plus souvent, leur état de pauvreté, voire d'exclusion de la société, les rend incapables d'assumer leurs responsabilités parentales ou de payer la moindre dette judiciaire. La misère sociale induite par les inégalités croissantes nourrit ainsi la déresponsabilisation des familles précarisées, en excusant par avance les comportements incivils et délictueux d'une jeunesse trop facilement victimisée, dès lors tentée de récidiver via une délinquance qui empire à chaque nouvelle occasion, de façon hélas compréhensible, et ce, jusqu'au niveau des crimes et des trafics les plus destructeurs. Qui plus est, les conditions de vie si déplorables des familles les plus modestes et leurs conséquences déstructurantes sur l'éducation de leurs enfants et adolescents empêchent l'autorité judiciaire d'établir une juste différence, parmi ces derniers, entre les authentiques victimes, par définition involontaires, d'une injustice sociale indubitable concernant leurs parents, et certains jeunes devenus des dealers-leaders délinquants et assumés régnant par défaut sur trop de banlieues perdues. De la même façon, il devient de facto impossible pour la justice d'évaluer la réelle responsabilité des parents en déterminant s'ils subissent leur situation sociale en matière d'emploi ou de recherche d'emploi, ou s'ils ne font que profiter à fond d'un système social ingérable en se laissant porter par maintes allocations doublées des recettes d'une économie parallèle. En réalité, la misère humaine des familles les plus démunies est la conséquence symétrique de la violence des minorités dominantes, ce qui oblige la justice républicaine à comprendre et excuser au lieu de sévir et de dissuader. Car il est strictement impossible de différencier ou de graduer objectivement les cas délictueux ou criminels, de la petite délinquance à la pire criminalité mafieuse, puisque le même terreau d'injustice, de précarité et d'exclusion fournit le carburant et le prétexte déculpabilisant de dérapages individuels ou groupés aussi progressifs que mortifères. Dans de telles conditions, dès lors que le délinquant peut à juste titre se prétendre victime de la société, la justice ne peut devenir qu'une hypocrite charité plus favorable à ce dernier qu'à ses victimes, à travers des dossiers d'autant plus bâclés que l'administration manque de moyens à la fois humains et matériels pour faire face à une violence et une insécurité aux progressions exponentielles. L'injustice sociale et la précarité se concentrent dès lors plus que jamais dans l'anonymat des banlieues, voire jusqu'au cœur des territoires périphériques, induisant une impuissance policière chronique, une tolérance judiciaire excessive, ainsi que la récupération politique du laisser-faire ou inversement de la sévérité la plus extrême, comme autant de conditions hélas favorables aux pires manipulations idéologico-religieuses. En république délodiste, le principe même de tempérance réside dans la justice sociale effective, décente, minimale et suffisante, de tous les droits et devoirs universels concrétisés par la garantie citoyenne, sur la base d'une autogestion communale responsabilisant chaque quartier. Le revenu universel, résultant d'un travail minimal, localement garanti pour chacun et contrôlé par tous, sera propre à remplacer l'inextricable système d'allocation et d'aide sociale par une égalité effective dont le premier intérêt sera de supprimer enfin les situations de pauvreté ou de précarité, assurant dès lors à chaque citoyen majeur, même dès l'âge de 16 ans, une égale intégration socio-économique, tandis que le revenu familial correspondant, devenu ainsi réellement décent, responsabilisera aussitôt chacun des parents concernés. Une fois dûment généralisées les conditions pratiques du délodisme biéconomique,
Aucune excuse socio-économique, aucun prétexte sociétal ne pourra réduire la responsabilité d'un citoyen adulte, tandis que même les justifications de violences intrafamiliales disparaîtront promptement via la cicatrisation des plaies actuelles et l'apaisement de leurs conséquences psychologiques. Cela revient à dire que les familles précarisées ou assistées, qui peuplent nombre de banlieues et autres bourgades abandonnées, auront acquis, à travers l'égalité minimale, la liberté d'entreprendre leur propre épanouissement au-delà de leur égale participation citoyenne, et surtout la responsabilité qui va de pair dans toutes les dimensions de la vie en société. La qualité de vie familiale ne pourra qu'évoluer positivement dans un cadre enfin équilibré et apaisé par la justice systémique, tout en développant le sentiment le plus justifié d'une égale appartenance à une même république démocratique, en tant que dénominateur commun de toutes les cultures familiales imaginables, coexistant respectueusement sur le territoire correspondant. L'accession à la dignité que suppose l'autonomie et la souveraineté individuelle deviendra enfin le privilège partagé de l'ensemble des catégories socio-économiques, ces dernières ne se différenciant plus que sur l'accessoire en lieu et place du vital, y compris du point de vue culturel. C'est dire à quel point le futur cadre sociétal ici proposé sera en mesure d'opérer une révolution culturelle dans le meilleur sens du terme, puisque seule la responsabilisation universelle la plus complète et égalitaire fermera pour toujours le robinet de l'amertume, de la honte, de la frustration et du ressentiment que nourrissent les injustices, armant dès lors chaque individu en personne responsable, enfin apte à se libérer de la précarité matérielle, de son lot d'isolement social et de la fragilité psychophysiologique qui en découle, en n'offrant dès lors plus aucune prise aux manipulations de quelque pseudo-autorité que ce soit. C'est donc bel et bien au cœur même du noyau familial qu'un cadre sociétal délodiste et bi-économique apaisera les multiples tensions du quotidien, en effaçant les germes qui fondent le moindre abus de pouvoir sur cette micro-société fondamentale, ce qui aura pour heureux effet d'assainir les pratiques comportementales et coutumières au fil des générations, c'est-à-dire de permettre à chaque citoyen en herbe, en fleurs ou en fruits de trier le meilleur de son héritage culturel et cultuel, le cas échéant, selon le double critère de la paix et de la justice intrafamiliale. 5. Éducation familiale et évolution sociétale. En tant que tout premier cercle fondant la construction psycho-comportementale des futurs citoyens que sont les enfants, et bien que très influencés par l'environnement social et les conditions de vie de facto imposées par les pouvoirs politiques et socio-économiques, chaque famille résume les 4 dimensions sociétales à l'état embryonnaire, et le partage de l'autorité, ainsi que la répartition des tâches matérielles et éducatives, formatent inévitablement le devenir du ou des enfants, en particulier via les valeurs et les priorités dictées par le couple parental. Dans ce domaine, l'exemplarité des initiatives, des réactions et autres attitudes de chaque adulte envers son conjoint comme envers son enfant détermine l'adhésion ou le refus de ce dernier quant à la transmission plus ou moins intégrale de l'exemple proposé, en fonction de la sincérité et de la cohérence des valeurs et des discours, par comparaison avec la réalité des comportements, choisissant malgré lui, en son fort intérieur, entre l'imitation et l'opposition aux diverses valeurs et pratiques peu ou prou imposées par ses parents, l'enfant se construit peu à peu dans un cadre culturel sous-tendu par une certaine philosophie de la vie, souvent associée à une forme ou une autre d'expression religieuse, même lorsque cette dernière se résume aux indispensables piliers d'une morale minimale en dehors de toute pratique régulière, sous l'influence diffuse des plus lointaines racines propres à telle ou telle société. Malgré l'intégration quasiment génétique des dites racines, l'autorité parentale est elle-même créatrice de nuances culturelles faites d'adaptations entre les traditions familiales différentes des 2 parents, comme cela peut aisément s'observer en matière d'évolution culinaire ou d'organisation des repas, entre maints autres exemples possibles. Enfin, si l'amour parental est au rendez-vous, a fortiori fondé sur sa base conjugale, l'enfant aura toutes les chances d'imiter ce modèle en conservant à vie la recette comportementale essentielle, au risque près des déséquilibres dus à son propre caractère, voire aux évolutions, contradictions
et autres influences extérieures dont se nourrit en particulier l'adolescence. Cela dit, les sous-domaines culturels et ou comportementaux sur lesquels la vie familiale a le plus grand impact concernent d'une part les relations de pouvoir et d'autorité entre les conjoints, via l'image qui en résulte pour l'équilibre établi entre les deux sexes habituels, conforté par l'éducation des enfants selon la même partition genrée, sauf bien sûr en situation de couple homosexuel, et d'autre part, la transmission des valeurs, des devoirs, des tabous et des interdits au travers de discours et de pratiques d'ordre peu ou prou moral ou religieux. Dans ces domaines cruciaux pour la construction des futurs citoyens adultes, la famille peut être la source de certaines évolutions généralisées, suscitant adhésion ou rejet de la part de la génération suivante, sachant que dans les deux cas, la société s'en trouvera dès lors influencée, pour le meilleur ou pour le pire. Toutefois, d'un point de vue ici devenu délodiste et bi-économique, les évolutions comportementales familiales de ces paramètres semblent plutôt participer d'une tendance générale sociétale, mais en améliorant ou en aggravant, selon le cas, les progrès ou les régressions qu'impose surtout le contexte socio-économique. Par son pouvoir biologique et éducatif, la reproduction familiale semble le plus souvent corroborer et conforter la tendance sociétale en cours, tout en s'adaptant constamment aux conditions extérieures. Cette dynamique d'action et de réaction entre famille et société d'une part, et parents et enfants d'autre part, peut renforcer le flux sociétal historique en fonction des contraintes subies depuis l'extérieur du cocon familial, ce qui revient, hélas, à en aggraver les conséquences culturelles chaque fois qu'une société prétempérante, autrement dit non démocratique et monosystémique, s'écarte de fait de l'équilibre majoritaire minimal qui la légitime un tant soit peu. C'est ainsi que, par le biais des contraintes de production et de consommation quotidiennement imposées, doublées d'incessantes prescriptions médiatiques et publicités télévisuelles, entre autres réseaux sociaux via l'ordinateur ou le smartphone, les sociétés néolibérales détruisent la majorité des familles en atomisant leur noyau relationnel en autant d'individualités séparées, tandis que tant d'autres foyers, en particulier à chaque période d'effondrement de la cohérence sociétale, se replient au contraire sur les valeurs refuges de telle ou telle identité communautaire, culturelle ou religieuse. Au bout du compte, par l'étrange jeu de miroir associant chaque ensemble à ses éléments constitutifs, l'extrémisme sociétal croissant, ici tant politique que socio-économique, se reflète au travers des caricatures opposées de non-familles libéralisées, voire individualisées en unités monoparentales et autres foyers individuels, et de surfamilles hyper-autoritaires, figées dans une tradition souvent sclérosante, à la façon de micro-dictatures, sans qu'il n'y ait plus la moindre place pour une famille optimale, à la fois démocratique entre les parents et équilibrante vis-à-vis des enfants. Ce pouvoir d'imitation qualitativement amplifié des qualités ou défauts de toute société ne laisse à la famille que le choix de suivre le courant ou de s'y opposer fermement, induisant soit le délitement des liens interpersonnels intrafamiliaux dans un sentiment d'abandon et de solitude aux effets psychologiques aussi désastreux qu'inconscients, soit l'emprisonnement moral sous l'autorité absolue d'une tradition jouant le rôle de bouée de sauvetage. Autant dire que, face aux excès qu'entraîne cette dépendance indue et néfaste vis-à-vis d'une société historiquement injuste, la néo-famille tempérante permettra aux citoyens de l'avenir d'évoluer librement dans un juste milieu forcément supérieur en termes d'épanouissement individuel et partagé, avec pour conséquence logique un équilibrage de comportements et de caractères en tout point propice à l'établissement pérenne du respect comme de la paix, dès cette échelle micro-sociétale ou élémentaire. C'est en devenant visiblement exemplaire que la société pourra s'établir comme référence influente justifiée et promouvoir l'avènement d'une culture familiale redéfinie jusque dans son contenu, en donnant l'occasion de conserver la meilleure partie de tous les héritages culturels ou cultuels, en tant que tradition structurante utile le cas échéant, sans perpétuer en aucune façon le fardeau de certaines obligations surannées et contraires à l'équilibre de la paix, pour le plus grand bien des parents, grands-parents, enfants et petits-enfants réunis, ce que favoriseront de plus l'activité et l'autonomisation précoce des adolescents dès l'âge de 16 ans,
via la garantie citoyenne et son revenu universel, comme il pourra être observé au cours de ce livre 3. 6. La tempérance augmentée. L'apaisement de la société et l'émancipation responsable qui en découlera pour chaque citoyenne ou citoyen adulte seront les meilleures garanties d'une nouvelle atmosphère de vie familiale, puisque la quasi-totalité des excès comportementaux, y compris dans ce cadre restreint, n'est que le résultat de pressions avant tout extérieures, tenant surtout au mode de vie et au niveau de vie modélisé par la société via l'éducation scolaire, secondaire ou supérieure, aux relations socio-économiques les plus quotidiennes, et plus encore à la formation permanente instillée au jour le jour par l'ensemble hétéroclite des moyens de communication, réseaux sociaux inclus. Dans le contexte assaini d'une société devenue délodiste et bi-économique, la justice de l'égalité minimale remplacera les frustrations vitales, qui portent encore atteinte à la dignité de tant de citoyens, par la liberté, et donc la responsabilité, d'un temps familial maîtrisé, permettant au couple parental de s'organiser sans la moindre inquiétude subie, sans le moindre stress indu, pour ce qui concerne les priorités familiales, à commencer bien sûr par l'éducation des enfants, et jusqu'à l'encadrement des adolescents ou préadultes. L'égalité de conditions minimales rendra le couple équilibré de fait en termes de disponibilité, quels que soient les choix professionnels plus ou moins chronophages de l'un ou l'autre des deux parents. Dans ces conditions optimales d'autonomie partagée, les traits de caractère et les comportements propres à chacun évolueront spontanément dans le sens de l'apaisement et de l'équilibrage intérieur si indispensable au bien-être psychologique, aux antipodes de l'empoisonnement délétère actuel, dont les tristes effets sur le psychisme poussent à consulter ou à se défouler à travers toutes sortes de drogues et autres addictions toujours aliénantes. C'est par le biais de cette réappropriation minimale du temps et du rythme de vie que chacun se sentira vivre avec suffisamment de recul pour apprécier le moindre instant, ce qui sera propice à développer la complicité de toute expérience partagée au sein du couple parental, comme en relation avec chaque enfant ou adolescent. Par ailleurs, la qualité même de ce temps libre, c'est-à-dire sa teneur psychologique rendue totalement différente en passant du subi au choisi, transformera chaque moment en un matériau constructif, favorisant un authentique épanouissement savouré en pleine conscience. En effet, au lieu d'être privé de l'indispensable liberté de choix sous le diktat permanent d'une course effrénée via le tout ou rien si typique du totalitarisme monosystémique, chacun deviendra enfin l'auteur de ses actes, tant au sein de sa vie familiale que dans le cadre sociétal de sa citoyenneté, domaine public et privé compris, mais sans plus jamais être confondu. Dans la mesure où lesdits caractères et comportements se forgent au feu de toute expérience vécue, induisant souvent nombre de blessures et autres ressentiments qui finissent par tomber dans la trappe de notre inconscient jusqu'au point de graver en chacun d'entre nous des travers et autres tares génétiquement transmissibles, il est assuré qu'à plus long terme, dans un délai raisonnable de seulement 3 générations, les effets apaisants du délodisme bi-économique sur la procréation familiale et l'inconscient de tout héritage culturel inné formeront dès l'embryon des êtres humains en grande mesure pré-pacifiés, dont les tempéraments héréditaires seront d'emblée plus heureux et plus équilibrés. Car la suppression définitive des causes fondamentales de toute violence, peur ou angoisse vitale permettra aux futurs citoyens délodistes de vivre des expériences positives devenues compatibles avec le développement d'un réel bien-être individuel et collectif, lequel se traduira très logiquement par la reproduction du bien-être, au sens physiologique, psychique et mental de cette expression. Le déterminisme génétique ne concerne pas seulement la santé corporelle à travers les qualités et défauts organiques hérités de parents, de grands-parents, voire d'aïeux plus lointains encore, incluant aussi les habituelles ressemblances physiques, car le bagage le plus important est sans doute celui du caractère et de ses traits principaux, préexistant à la naissance sous la forme d'aptitudes comportementales plus encore que mentales, proprement dites. Une sorte de préformatage cérébral semble ainsi prédisposer le bébé naissant à intégrer la future éducation si utile à son devenir d'être humain, à la façon d'une toile de fond sociétale qui se transmettrait sous la forme de traits de personnalité plus ou moins propices au bonheur et à l'équilibre.
Bien qu'il soit difficile d'en décrire encore le mécanisme, force est de constater que, s'agissant par exemple des prédispositions innées et des ressemblances caractérielles, les bébés d'une même population naissent tout à la fois différents et inégaux en potentialités apparentes, mais en même temps également prédisposés à se fondre assez spontanément dans les habitudes comportementales les plus typiques de ladite société, y compris s'agissant de classes sociales, voire de castes sociétales surdéterminées à force de conditionnement historique. C'est dans ce sens que l'on parle de naître avec une cuillère d'argent dans la bouche, de chance ou de malchance, tenant pour partie au milieu dans lequel on est accueilli via la loterie de l'hérédité. Or, il est heureux de constater que même ces formes d'injustice héréditaire seront appelées à disparaître en l'espace de 3 générations, du moins au sens vital de garantie décente et en tout point suffisante, dès lors que la photocopieuse qu'est la famille aura pour originaux des citoyens apaisés, plus accomplis que les précédents, avec les effets bénéfiques qui iront de pair concernant l'équilibrage des caractères et comportements innés, sans oublier une amélioration conséquente de la santé physique, tant il est vrai que celle-ci dépend du mental et du moral, autant que des conditions de vie sociétalement imposées. Dès lors que la société favorisera la paix par le biais de la justice, la famille contribuera au progrès constant de l'unique espèce humaine à travers son rôle de reproduction, capitalisant sous forme génétique tout le bénéfice humanisant ajouté par chaque génération, en effaçant avant longtemps toutes les tares et autres handicaps qui fondent les inégalités de potentialité les plus injustes dès la naissance, tant du point de vue du caractère que des capacités mentales innées ou des conditions physiques et organiques de chaque nouveau-né. Les véritables chances de départ se verront universalisées, en renforçant d'une génération à la suivante les potentialités physiques, mentales et psychologiques de tous les enfants de la République, lissant les différences injustement subies pour mieux promouvoir celles qui découlent du seul mérite, évolution qui traduira en termes génétiques les innombrables progrès engendrés par la justice de l'égalité minimale et universelle propre au délodisme bi-économique. Par le biais de cette évolution sans précédent, le génie en herbe qui sommeille dans chaque enfant, quel que puisse être son domaine de prédisposition présente ou de prédilection future, aura les meilleures chances de s'exprimer en toute liberté assumée, à la seule condition que son héritage et ses conditions de vie soient au maximum de ce que la société du moment peut offrir à tous, en tant que capital personnel unique et inaliénable, à la façon d'une juste distribution des cartes sous les auspices d'une règle du jeu devenue transparente. Alors, oui, dans ce cas, chaque citoyen deviendra entièrement responsable de son propre parcours, sans aucun prétexte à se plaindre, tandis que, libéré du boulet de la pesanteur socio-économique qui plombe encore l'histoire, il sera légitimement fier d'épanouir utilement ses dons particuliers, tels qu'une éducation scolaire tempérante saura enfin les promouvoir. Autant dire que, par l'intermédiaire de la néo-famille tempérante ainsi promue, la société délodiste et bi-économique tout entière se verra magnifiée dans ses capacités d'humanisation comme dans l'étendue des innombrables progrès techniques et culturels à venir, dès lors que toutes les populations concernées pourront voir l'espèce humaine s'améliorer à chaque nouvelle génération, sans qu'aucun citoyen n'ait de raison de se détruire ou de se laisser détruire en termes physiques ou psychologiques pour cause de précarisation ou de paupérisation contagieuse. À l'inverse des sociétés présentes, où de plus en plus de sous-citoyens exploités ou exclus sont condamnés à une régression déshumanisante, par ailleurs d'autant plus reproductible que les familles les plus pauvres ont le plus grand nombre d'enfants, la justice systémique tempérante fera évoluer le niveau social et culturel de chaque couple parental en puissance, ce qui favorisera l'équilibrage optimal du nombre d'enfants par famille, chaque personne adulte devenant plus libre que jamais de devenir père ou mère, et plus apte que jamais à en assumer le si beau rôle. À l'instar d'une résurgence d'eau fraîche alimentée par les nuées venues de l'océan, la famille participera plus que jamais au vrai cycle de la vie, mais en offrant à chaque nouveau parcours une onde plus pure et plus désaltérante face aux soifs les plus nobles de l'humanité, tandis que l'irrigation qui découlera en toute logique de cette cascade d'effets bénéfiques fera pousser les meilleurs fruits de nos potentialités, donnant l'occasion à chaque être humain
de s'épanouir dans l'accomplissement de ses droits individuels autant que de ses devoirs citoyens. Aux antipodes de l'ensauvagement et de l'appauvrissement relationnel induit par l'exacerbation de toutes les injustices sociétales, qui de fait emprisonnent et empoisonnent toujours plus de familles dans un rôle contraire à leur nature comme à l'épanouissement pacifique de leurs membres, la tempérance délodiste et bi-économique fera naître une humanité plus accomplie à chaque nouvelle génération grâce à l'effet amplificateur, reproducteur et éducatif de la cellule familiale. L'homme sans cesse augmenté qui en résultera sera dès lors beaucoup plus qu'un être bionique semi-robotisé par la science pour une puissance accrue du seul point de vue quantitatif en termes de force physique et de durée de vie organique, puisque la tempérance ajoutera à ces progrès possibles et fort souhaitables médicalement la liberté et la créativité qu'induit une émancipation authentique. Qui plus est, en faisant l'économie des gaspillages et autres replâtrages résultant de l'injustice systémique et de l'absence d'égalité minimale, les moyens libérés pour une recherche et un progrès partagés n'en seront que plus importants, à plus forte raison s'agissant du potentiel humain et de l'énergie créative des enfants de l'avenir, puisqu'ils auront tous une égale chance d'épanouir leurs dons insoupçonnables dans des contextes familiaux et sociétaux constamment améliorés. Il ne servirait à rien de développer artificiellement les capacités physiques ou mentales de l'être humain sans pacifier son comportement, en répondant à ses besoins sociaux, économiques, politiques et culturels les plus légitimes par le quadruple respect d'une égalité minimale, car, en l'absence de la justice qui fonde toute liberté, l'orientation et l'usage des avancées scientifiques se trouvent immanquablement détournés au profit d'une minorité objectivement illégitime, augmentant d'autant les moyens d'autodestruction des humains à chaque crise subséquente, pour le plus grand malheur de millions d'innocents, de la nature et de la vie. L'homme véritablement augmenté grâce au progrès constant de la connaissance ne peut s'élever qu'en termes de conscience, à la fois individuelle et collective, via sa double nature d'onde sociale et d'être particulier, à condition que ses découvertes scientifiques et techniques se fondent sur l'évolution parallèle des progrès correspondants dans les domaines politiques, socio-économiques et culturels. C'est tout l'enjeu de la tempérance délodiste et bi-économique, dont la dimension sociétale familiale vient d'être étudiée sous l'angle propre, à ce point de vue aussi novateur que prometteur pour la paix. Au moment même où l'histoire fait buter l'humanité sur le plafond planétaire de ses contradictions, ne laissant en réalité aucun autre choix que l'instauration d'une juste et authentique démocratie quadridimensionnelle pour solutionner de toute urgence l'équation sociétale, politique et écologique la plus grave qui soit, dans le noble but de pacifier définitivement l'avenir de nos enfants. Avril 2021.